ça y est, ça commence. Fada Talk Show, épisode 11. Toujours accompagné des mêmes. Joël. Toujours le même 11 de départ. Yao. Allons-y. Toujours présent. Allons-y. On tenait à vous remercier, comme d'habitude, pour les vues, pour les commentaires suite au dernier épisode. Vous pouvez toujours nous suivre sur Spotify, Twitter, Instagram et tous les sites disponibles, même Apple Music, Amazon Music. On est partout, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un épisode spécial qui va pas durer longtemps. On va le faire exprès, c'est 25 minutes. On va tenter quelque chose de nouveau, un petit peu d'innovation. Alors là, c'est l'avant-dernier épisode du Fada Talk Show. Le dernier sera donc la semaine prochaine. Après, on fait une pause pendant 2 mois. En fin de saison, après, comme toutes les équipes de foot, hein, on se colle au football amateur. Et on reprendra début du mois d'août, première semaine du mois d'août. En tout cas, on va faire en sorte de s'y tenir avec une nouvelle formule, ça on peut vous le garantir. Ça sera complètement différent, vraiment agréable. On aura hâte de vous voir. Mais aujourd'hui, on va parler justement de quelque chose d'important, vu que là, on est en fin de saison. Un sujet qui m'intéresse, c'était l'importance de la préparation physique dans le football amateur. Alors, j'explique. Pour des éducateurs qui ont un groupe comme vous deux, hein, Ange et Joël, Ça n'a pas d'importance. ça n'a pas d'importance, bien sûr. Fin du talk show. Comme- Moins que 20 minutes. Là. Moins que 20 minutes. Ça va 20 minutes. Justement, j'aimerais savoir. Alors, on va parler d'un groupe que vous avez en cours, que vous avez géré pendant une saison. Comment faites-vous pour les préparer physiquement pour la saison prochaine? Donc là, on parle vraiment des préformations, U15 jusqu'à U10. Et la formation, comment vous gérez ça? Comment vous gérez leur préparation physique? Comment vous faites pour leur faire des programmes, pour les motiver, gérer les périodes de vacances, les petits kilos en trop aussi qui arrivent, les mauvaises habitudes, les poussées de croissance, il y a tout ça qui rentre en compte. Comment vous faites pour gérer tout ça et pour les garder quand même en forme? Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de relâchement pendant cette période et aussi moins de contrôle. Parce que généralement, ils sont avec papa, maman, les amis. Donc là, j'aimerais avoir votre avis. Comment vous faites pour les motiver? Sur toute la saison. Là, c'est après une saison complète à être passée avec vous. Ils vont débuter une nouvelle saison, 2023-2024, et ils vont donc passer 2 mois, entre guillemets, sans faire des entraînements de foot. Comment vous faites pour les garder en forme et les préparer physiquement? Alors, je sais que généralement, on peut les faire pousser, on pousse l'entraînement, la fin de saison, généralement, c'est fin mai. On continue les entraînements jusqu'à fin juin, hein, comme l'année scolaire quasiment. Mais après, on a le mois de juillet. Les entraînements chez les U13, généralement c'est mi-août, si je dis pas de bêtises. Alors, Ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là à peu près. Comment vous faites? Parce que là c'est quand même 1 mois. Hein. Donc là, tu parles de la gestion des grandes vacances. Ouais, Ouais, bien la d'accord. gestion des grandes Ok. vacances. Juin, juillet, août, reprise. Ouais, exactement. Ok, cette période-là. Déjà aussi gérer juin. Comment vous faites pour gérer juin? Parce qu'il n'y a plus de matchs. Donc là il n'y a que des tournois. Comment vous faites pour les garder motivés, pour venir s'entraîner? Juillet, il n'y a plus personne, on est d'accord? Plus d'entraînement, peut-être des stages, ça arrive. Et août, juste avant la reprise. Juin, déjà, tu relâches. Juin, tu relâches parce qu'ils sont déjà fatigués par rapport à toute la saison complète. Donc, même si tu essayes de pousser, au final, tu vas plus les saouler plus qu'autre chose, ou alors tu risques d'en blesser un. Et tu auras 2-3 joueurs de moins pour ton début de saison suivant. Tu travailles différemment? En fin de saison, Ouais. tu relâches totalement. Moi, personnellement, en fin de saison, c'est presque que des trucs à base de jeux, amusement, des matchs, des tournois, des petits trucs comme ça. Tu continues à travailler sous une forme différente, on va dire. Mais tu ne mets pas de pression. Au mois de juin, tu ne mets plus de pression, tu les laisses s'amuser. Et au contraire, toi, tu utilises tous ces temps de jeu-là pour voir qu'est-ce que tu retrouves. J'ai travaillé tel exercice, telle phase de jeu à tel moment. Est-ce que je vais être capable de retrouver ça dans un match où Ouais. eux ils pensent qu'on fait un tournoi juste pour s'amuser? Ok. Est-ce que je vais être capable de retrouver ça? Et c'est plus comme ça que moi là, je vois la chose en tout cas. Tu fais un bilan finalement. Un Ton bilan. propre bilan. Ouais. Tu leur dis pas eux. Ok. Eux, tu leur dis qu'on fait juste un. Moi, je fonctionne comme ça en tout cas. Tu leur fais comprendre qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un tournoi, on va faire 4 équipes. Aujourd'hui, c'est jeu. Et tu prends du recul sur le tournoi. C'est quelque chose que tu appliques en préformation et aussi en formation, donc en U18 ou... Si demain j'ai entraîné, je pense que j'aurais les.
je ferai la même chose si j'entraîne des U10 jusqu'à U19. Au mois de juin, après le dernier match de championnat, je relâcherai la pression. Ouais, que des jeux, tu t'en Que mettrais pas. des jeux. Non, parce qu'ils sont trop, déjà mentalement, toute une saison. Quand tu travailles bien, quand tu fais tes 3 séances tout le temps, avec les matchs, avec l'école, c'est éprouvant. C'est éprouvant pour eux mentalement et ils sont déjà fatigués, sans compter aussi la vie de famille. Donc il va falloir un moment où eux aussi, ils puissent se dire, bah là je vais vraiment venir au foot pour m'amuser. En plus, il faut leur laisser ce moment-là. Il y a les épreuves de brevet et de bac, c'est à ces périodes où Dans je dis pas de certaines bêtises. catégories, Ouais, c'est à ces périodes en plus. Hein. Il faut, en fait, pour moi, il y a des périodes où il faut revenir à l'essence même du football, c'est le plaisir. Ouais. Tu vois. Ouais, ok. Là, on parle de si on avait des grands. Si tu avais des grands, comme il a dit, il y a les épreuves, il y a les devoirs, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'une pression supplémentaire. Tu arrives en fin d'année, on relâche. Il faut qu'ils trouvent du plaisir, un petit défouloir, plus un défouloir qu'autre chose, tu vois. Quelque chose où tu sens qu'ils vont pouvoir faire évacuer le stress et tout ce qui va avec. Pour les plus jeunes, ouais, c'est un moyen de faire un bilan, de revoir un peu tout ce que tu as fait depuis le début de la saison. Et en fait, je pense que c'est justement dans cette fin de saison que tu vas trouver comment tu vas travailler la saison d'après. Comment tu vas commencer, sur quoi tu vas commencer ton travail et comment tu vas pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure de la saison. Parce que quoi qu'il arrive dans le foot, en tant qu'éducateur, tu te fais ta trame, mais la réalité fait que quand tu retrouves tes joueurs en août, c'est pas les mêmes. Donc tu dois peut-être réadapter, tu dois peut-être tout refaire. Ça dépend, tu vois, tout va dépendre de comment tes joueurs vont te revenir après les vacances. Forcément, tu vois, et il faut faire attention à tous ces détails-là. C'est des détails qu'il faut faire attention. Ouais, parce qu'en plus, le mois de juin, c'est surtout une période où on fait beaucoup de tournois. Donc en plus, les tournois en général, quand c'est petit, hein, c'est quand même intense, c'est toute une journée. C'est pas intense pour le petit, bah si c'est intense pour le petit en soi, mais c'est vraiment plutôt de l'amusement où là tu joues beaucoup de matchs, 10-15 minutes. Faudra qu'on fasse un jour en fada sur les tournois parce que je trouve comme quoi c'est quand même aberrant des fois les tournois de 10 minutes, match de 8 minutes pardon, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est des tournois donc c'est toute une journée, déjà en tant qu'éducateur t'es fatigué, ça te fatigue, hein, c'est beaucoup de travail. Mais c'est différent, donc aussi tu prépares les tournois au mois de juin, tes entraînements par rapport au tournoi de mois de juin. Comme là aujourd'hui nous, c'est ce qu'on va commencer à travailler avec les U11 pour un tournoi international. On va pas baisser la cadence finalement, parce que là on va passer. Nous, en prenant mon exemple avec... Non, en fait, alors quand on prend notre cas à nous, puisque Tandis t'en parle, notre cas à nous il va être différent, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on ne va pas se préparer à un tournoi. On va juste préparer nos U11 au modèle de formation qui les attend l'année prochaine. C'est ça la vérité. Ok. On ne va pas venir s'entraîner un mois, faire un tournoi et après partir sur 2 entraînements, un par-ci. Non. La cadence qu'on va mettre là, c'est celle qu'ils vont devoir suivre l'année prochaine. Oui, 3 entraînements. Hein. 3 entraînements, plus un match. Dans un groupe regroupé où les U12 et les U13 s'entraînent ensemble. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer aux jeunes, expliquer aux parents, leur dire les enjeux de ce modèle, pourquoi tu mets ça en place. Ça c'est le plus important, parce que c'est bien de mettre des entraînements d'une manière, d'organiser les choses d'une façon, mais derrière, il faut les explications qui vont avec, et après avec le temps, il faut aussi que les parents et les joueurs voient les résultats. Donc tout ça, ça compte. Sinon, ça veut dire que tu t'es trompé et il faut réadapter. Donc après, il faut... Voilà. Mais... On passe à un niveau avec classement aussi. De U11 à U13, il y a une histoire de classement. C'est ça. Complètement... Là, tu commences à les préparer autrement parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique qui rentre en compte. En U11, il n'y a pas de classement. On est beaucoup plus sur de l'apprentissage. Pour preuve, hein, ça s'appelle football d'animation. Donc on est vraiment dans de l'apprentissage pur où par l'amusement, par le jeu, l'enfant doit découvrir certaines choses. Mais arrivé en U13, tu commences à rentrer un peu plus dans l'aspect psychologique parce qu'il y a aussi le fait qu'ils vont chercher à s'affirmer, ils vont chercher à montrer qu'ils ont du caractère, ils ont de la conversation même à cet âge-là. Donc toutes ces choses-là montrent que ils sont curieux, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'essayer, ils ont envie... Toutes ces choses-là.
passage au collège. Exactement. Ouais. Transformation physique pour Mhm. beaucoup. Hein, il y Exactement. a beaucoup qui ont leur corps qui change. Mhm. Il y en a aussi beaucoup qui lâchent le foot aussi à cette période-là. Donc c'est important de les motiver, de les garder en haleine. Mais après, justement, le passage à 3 entraînements des U11 à U13, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même bien accepté? Comment tu gères ça avec les parents aussi? Parce que des fois, ça fait un trajet en plus. Les enfants, ça fait un peu plus de fatigue. Quoi. En fait, je pense que tout ce qui va faire que on accepte, ça va être la qualité de ton travail Ouais. au final. Qualité des entraînements. Demain, je m'asserai quelque part. On me dit 3 séances à la semaine, ok, pas de problème. Si au bout d'1 mois, je vois que ça me plaît pas ou je trouve que le contenu de la personne n'est pas bon, n'est pas adapté, n'est pas cohérent, qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais moins souvent, Mm. tout simplement, tu vois. Donc en fait, tout va dépendre. Pour moi, ça appartient à chacun. Entre guillemets, c'est aussi une période de portes ouvertes, le mois de juin, où en fait on peut accueillir beaucoup plus d'enfants. Au cours de la saison, on ne peut pas trop accueillir des enfants parce qu'on a déjà un groupe qui est établi, entre guillemets. Hein, on peut faire des exceptions parfois si on a le besoin. Mais juin, pardon, c'est là où on peut accueillir beaucoup plus d'enfants pour les faire tester, pour qu'ils viennent s'intégrer au groupe. Comme ça, après, ils sont pris en août, on est d'accord. Et c'est une période qui est plutôt intéressante là-dessus. C'est l'occasion de faire des tests. Mais justement, moi, j'ai une question je la trouve quand même pertinente, surtout avec l'actualité. C'est comment vous faites pour gérer les entraînements pendant les fortes chaleurs? Vous le savez, actuellement, on parle beaucoup d'écologie. On va passer à des étés caniculaires, de plus en plus intenses. Les entraînements, comment vous faites pour les gérer? Est-ce qu'on s'entraîne plutôt tard le soir, plus tôt? Comment vous faites pour gérer tout ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ou ça vous a... En fait, tout dépend de ta disponibilité et de la disponibilité que les gens vont avoir aussi pour toi. Tu prends l'hiver, c'est l'effet inverse. Moi, cet hiver, je cherchais le créneau où j'avais les températures les plus positives pour m'entraîner avec mon groupe en extérieur. Il faisait froid, mais c'était la période où je cherchais le créneau où il faisait le moins froid. J'en profitais à ce moment-là pour m'entraîner avec eux. Après, je comblais avec le foot en salle, mais en tout cas, quand c'était extérieur, c'était comme ça. En été, c'est la même chose. Tu dois trouver des moments où il fait plus frais, plus doux, où tu vas avoir de l'ombre, où tu vas retrouver de l'ombre, toutes ces choses-là. Mais il fera quand même chaud quoi qu'il arrive. Mais ce sera une manière d'adapter. Mais après, derrière, c'est aussi un moyen de mettre d'apprentissage aussi pour tes jeunes, parce que quand c'est comme ça, tu leur apprends à s'hydrater, tu leur apprends aussi les codes du footballeur un peu quand il fait chaud. Moi, on m'a toujours dit par exemple, quand il fait chaud, tu mouilles tes chaussettes. Ça t'évite d'avoir des ampoules ou des choses comme ça, tu vois. Donc tu mets ta chaussure, quand tu mets ta chaussure, tu le mets dans l'eau. Enfin, tu fais passer ton pied sous la douche, histoire que ça un peu humidifié et que tu ne brûles pas les pieds. Il y a tout plein de trucs qui font il existe plein d'astuces qu'on peut leur apprendre, des billes qu'on peut leur donner pour ça, tu vois. Donc ça, c'est pas trop un problème. Tu t'entraînes plus sur synthétique ou au final tu délaisses le synthétique pour t'entraîner sur un terrain herbe? Parce que le synthétique, finalement, quand tu t'entraînes dessus, il fait super chaud. C'est quand même pas forcément le plus agréable, et un terrain herbe, c'est peut-être plus agréable pour... Qu'est-ce que t'en penses? La surface, c'est pas ce que je fais. C'est pas ça qui joue? Ça rentre en compte? En fait, non, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je regarde tant que ça, si je sais que tout est bien. Si j'ai un bon herbe, un bon synthétique, je vais faire au choix, tu vois. Tout va dépendre, ça dépend. Ça dépend plutôt par rapport à ça. Ouais. Et après, au niveau de tes entraînements, quand c'est des fortes chaleurs, parce que je pense qu'il y a des éducateurs qui voudront s'entraîner, mais qui ne savent pas gérer les fortes chaleurs. Un entraînement, tu vas faire comme d'habitude 1 heure, 1h30, ou au final, tu vas commencer à faire beaucoup plus de pauses à l'intérieur de ton entraînement, tu vas séquencer un peu plus, tu vas faire différemment, tu ne changes pas. Même toi, Yao. En fait, ça me fait penser un peu au moment où il y avait le ramadan. Tu gères à peu près de la même façon, sauf que là, au lieu de gérer pour quelques joueurs, tu gères pour tout ton effectif. Tout le groupe, finalement. Ça me fait beaucoup penser à ça. En fait, la réflexion elle est là. En fait, il n'y a pas d'entraînement type spécial chaleur ou d'entraînement type spécial froid
ou entraînement type spécial Ramadan, il y a juste des consignes de sécurité. Tu dois veiller à ce qu'il soit bien hydraté. Quand on est en hiver, tu dois veiller à ce qu'il soit bien couvert, toutes ces choses-là. À partir du moment où ça c'est respecté, si tu avais l'habitude de faire un procédé de 20 minutes, bah, fais ton procédé de 20 minutes. Pourquoi pas? Si tes joueurs ils ont la capacité de pouvoir résister à ces 20 minutes, bah, laisse-les. Ouais. Si tu estimes que bah, il faut couper ton procédé parce qu'ils vont faire beaucoup d'efforts, donc tu le fais en 3 fois 7 minutes ou en. Bah, tu coupes. Il n'y a pas de modèle type. T'adaptes directement. Il n'y a pas de modèle type, mais c'est comme. Si on reprend le départ de ta question, tu nous as parlé de comment préparer les joueurs à une saison, que ce soit des grands ou des petits. Ouais. Il n'y a pas de préparation type. Tu vois, il n'y a pas de préparation type. On sait que dans la préparation, il doit avoir tel contenu. À partir d'un certain âge, il va avoir l'aspect athlétique, toutes ces choses-là, l'aspect musculation. Tu sais qu'il va avoir, en fonction de ta catégorie, ta préparation doit comporter tels éléments. Mais au final, ta préparation, elle s'adapte aussi à tes joueurs, aux caractéristiques de ton équipe. Ça peut aussi s'adapter au style de jeu, enfin le style de jeu, le projet de jeu que tu vas mettre en place. Toutes ces choses-là, ça dépend. Là, ça rentre en compte. En fait. Mais il n'y a pas de préparation type. Moi, je ne veux pas dire, Yao, il fait une préparation. Ah, mais tu ne fais pas une bonne préparation. Une bonne prépa, c'est ça. Non. C'est sa préparation à lui. C'est comment il voit la chose par rapport à ses joueurs. Exactement. C'est plutôt comme ça. Ouais, mais après, je rebondis sur Yao quand tu disais comme quoi c'est un peu comme le Ramadan. Le podcast sur le Ramadan. C'est volontaire. La question était volontaire. Car au final, ce sujet, on l'a entre guillemets déjà traité. Ça prouve quand même que le Ramadan c'était un faux débat. Déjà, on rebondit par rapport à cet épisode. C'était donc un faux débat parce qu'on en revient, on a cette même problématique pendant la préparation physique finalement. Donc, il faut s'adapter. On s'adapte par rapport à ses joueurs pour les entraînements, comment faire pour gérer aux meilleures heures. Bon, généralement après, tu peux t'entraîner beaucoup plus tard aussi. Je pense comme quoi. Avec les vacances. Ouais, tu peux t'entraîner beaucoup plus tard. Tu as le soleil qui couche beaucoup plus tard, tu peux t'entraîner plus tard. Par contre, c'est au retour des vacances, ça c'est une période qui est importante et qui est charnière. À quel moment tu reprends tes entraînements et comment tu fais pour gérer les petits qui ont un petit peu trop mangé pendant cet été? Parce que ça, je pense comme quoi ça a dû vous arriver, comme quoi tu as un petit qui est arrivé, qui était bien fit, bien tracé en juin. Et en août, tu le revois, il a un peu pris du poids, un peu bouboule. Comment là tu le fais pour le réhabituer au foot? Il a arrêté de s'entraîner? Franchement, tu sais, quand tu es jeune, généralement tu es soumis à des habitudes à la maison. Ouais. Quand tu es jeune, normalement. Ouais. C'est les parents qui contrôlent l'heure du manger, qui contrôlent ce qu'il va avoir dans ton assiette, machin, etc. Quand tu arrives en vacances, toutes ces habitudes, elles sont balayées. C'est vrai. Toutes ces habitudes, elles sont balayées. Alors, je te parle même pas si tu vas au bled, les trucs, tu vas chez la famille, on te sert une assiette gâtée. Oublie le foot, parce que tu sais que tu vas rentrer, tu vas devoir courir. Après, ils sont jeunes, ils sont en pleine croissance, pour la plupart encore. Donc, juste en retrouvant leur habitude, ils vont retrouver leur corps. Il n'y a pas de... Pour moi, vraiment, tout ce qui est programme alimentaire, en fait, il faut regarder les habitudes. Il faut regarder les habitudes qu'ils ont au niveau alimentaire, en tout cas à la maison, comment ça se passe, etc. Après, il faut rester vigilant et mettre une alerte si tu estimes qu'il y a un joueur qui est plus sujet à prendre du poids, des choses comme ça. Au final, c'est de la santé. C'est juste de la santé. Moi, ça me fait penser à un podcast. C'était le podcast où la différence entre éducateur, entraîneur. Regarde, maintenant, on est nutritionniste. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Tu deviens, en fait, il te faut des notions dans tout. Il te faut des notions dans tellement de choses. Mais parce que y a trop d'endroits où tu interviens. T'imagines si ton petit, tu le vois, il a pris du poids, bon écoute, il faut que je te trouve un nutritionniste, tu vois. Genre toi, à ton boss là, avec ce que tu fais, t'as pas quelques conseils à lui donner. Tu as des peut-être que c'est faux, peut-être que c'est pas le meilleur conseil, mais au moins t'as proposé une solution à ton joueur.
Ça prouve que tu es un éducateur qui est à l'écoute, qui est prêt à agir pour ses joueurs, toutes ces choses-là. Ouais, bah, en plus, je sens une anecdote. Yao, toi, quand t'es petit, t'avais expliqué comment il fallait manger, qu'est-ce qu'il fallait manger, des pâtes avant le match, tu leur avais fait ça. Toi, par exemple, Joël, tu me dis si je me trompe, hein, mais de souvenir, hein, de mémoire. Toi, Joël, t'avais carrément donné un ballon, des coupelles à tes petits qui, pendant les vacances, préparent, faites tel et tel exercice. Pendant l'année, c'était un devoir carrément. Ah oui, c'était En carrément un début de saison. devoir. Ouais, je leur ai dit chaque jour, Vidéo à l'appui, hein, s'il te plaît. vous devez. Donc je leur avais donné un ballon. J'ai dit chaque jour, vous devez faire du jonglage. Pied droit, pied gauche. J'avais donné un chiffre rapide, 20 je crois. Mais en fait, c'est juste. S'ils l'ont respecté, tant mieux, ils sont gagnants. Je ne leur demande pas de faire 1000 jongles, mais d'avoir les sensations pied gauche, les sensations pied droit, les sensations de la tête aussi, tu vois, ou de la cuisse. Savoir que, ah ben le ballon, je peux faire telle chose avec ma cuisse, telle chose avec mon pied. C'était des devoirs. Après, lui, il va bien plus loin. Ah ouais? Non, c'est que la nourriture. Que la nourriture, parce que des fois, tu vas à l'entraînement, tu vois des petits, ils sont avec des canettes de coca, des choses vraiment extraordinaires. Avant de t'entraîner, le petit mange des chips, tu veux faire quoi ça? C'est pas possible. Non, c'est juste des codes. Juste des codes, parce que l'alimentation aussi fait partie du joueur de foot. C'est pas que venir là avec tes crampons et ton survêtement, savoir comment tu t'alimentes, comment tu dors. Est-ce que tu t'es suffisamment bien reposé quand il a fallu pour être prêt le jour de ton match? C'est tous ces petits détails-là que tu mets bout à bout pour que le joueur soit le plus performant au moment où tu as besoin de lui. Et tout à l'heure, je crois que la consigne c'était par rapport à la préparation. Ouais. Demain, tu donnes c'est-à-dire entre guillemets, un petit programme de reprise une semaine. Demain, tu entraînes des U19. Tu leur donnes un petit programme. Et je veux juste que tu cours tant de minutes, parce que quand on va faire pour éviter les blessures, quand on va faire la reprise. Si tu n'as pas couru pendant un mois, tu ne peux pas revenir le jour de la reprise directement et espérer que dans 3 semaines, tu sois fit. Dans 3 semaines, tu seras baissé, parce que ça va être brutal. Tu m'étonnes. Et donc, il faut au moins pendant 10 jours, une semaine minimum, tu aies couru un minimum de temps. Et ça, quand tu récupères tous tes joueurs en début d'année, tout de suite, ça montre déjà le sérieux du joueur. Là, je te parle pour la catégorie 18 et 19, parce que c'est celle qui est la plus proche des seniors. Ça montre tout de suite déjà le sérieux du joueur. Si le joueur, il revient et que tu sens que sur les premiers footings, tout ça, il n'est pas à son maximum, mais il n'est pas à la ramasse, ça veut dire que peut-être ce joueur-là, quand tu lui as demandé de faire 10 footings, il en a fait 8. 8, c'est déjà très bien. Et à côté de ça, tu as un petit qui revient et lui, tu en as fait 2. Ça te montre déjà le profil du joueur que tu vas avoir. Et ça, je trouve que c'est très important quand tu mets des préparations en place. Déjà, ça demande du temps. Parce que quand tu fais une préparation, tu réfléchis 10 fois plus que sur ta séance. Parce que là, tu dois faire attention à ce que ce que tu vas proposer au petit, ce que tu vas lui demander de faire, toi, tu n'es pas là pour le surveiller. Et si lui, il le fait mal, demain, c'est toi le fautif. Tu as demandé d'aller courir tant de minutes sans lui préciser qu'il fallait éviter d'aller courir sur du goudron. Peut-être demain, tu lui dis d'aller t'entraîner sur un terrain herbe, mais tu ne sais pas si les terrains, ces crampons, il a la bonne paire pour pratiquer. Et tu lui demandes de faire des transversales ou de préparer du jeu long en début d'année. Ça, déjà, c'est une grosse erreur. Et il tape le ballon, boum, il glisse, cheville ou autre. Et t'as un joueur blessé, et puis après, il y a les conséquences derrière. Donc, tous ces petits détails-là jouent. Autant le coach, il doit être très sérieux et préparer sa programmation d'avant-saison avec comment on dit munitions, pas munitions. Minutie, ouais. Quand on dit il faut être très pointilleux, il faut être minutieux, voilà. Autant le joueur qui va recevoir cette programmation-là aussi doit la prendre avec sérieux. Parce que là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un échauffement et les joueurs, je les ai préparés d'une certaine manière à ce qu'il allait arriver. Sauf que dans le lot, il y a des joueurs qui ne sont pas préparés correctement. Donc en fin de saison, quand les corps sont fatigués, tu as des blessures. Il y en a qui se blessent. Alors est-ce que c'est l'échauffement qui n'est pas bon, est-ce que c'est le joueur qui ne s'est pas préparé correctement? Autant moi j'ai ma part de responsabilité, autant le joueur a sa part de responsabilité. Exactement. C'est des détails, des choses que tu dois prendre au sérieux. Et là tu peux pas dire à qui la faute, parce qu'au final tout le monde peut être fautif par rapport Sauf que il faut quand même savoir à qui la faute. Pourquoi? Parce que demain, moi, mon échauffement, peut-être que je dois le faire un peu différemment. Tout comme peut-être que le joueur doit apprendre
à se préparer correctement pour la séance. Demain, je te dis un exemple, tu veux passer sur... Je vois des fois, tu démarres un taureau sans échauffement. Mais c'est un truc qui est trop dangereux. Dans le taureau, tu as du changement de direction, tu as du blocage, redémarrage, ce genre de choses-là. Ouais. Et tu commences un taureau comme ça, Ouais, sur des grands. Donc tu dois les préparer d'une certaine manière avant. Mais le joueur qui ne prend pas ça au sérieux, quand toi tu l'échauffes, là, quand tu le prépares à ce qui va arriver, et tu le vois lui il est en train de rigoler, il ne prend pas ça au sérieux, et qu'après il se blesse, tu vas faire quoi? C'est super important. La préparation Des musculaire. détails. Ouais, c'est les détails. Des détails. Ouais, le diable se cache dans les détails, et ça c'est important justement. Mais et là pendant les périodes de vacances aussi, est-ce que vous faites des animations du style tu fais des concours, 30 jongles, t'es à la plage? Non, ça, vous faites pas ce genre de trucs? Moi, là tu sais, j'ai un conseil pendant les vacances, hein. Couper le foot. Qui déconnecte. Déconnecter, couper. Rien ne doit... Le foot, mentalement, ça prend. Oui. Déjà, nous, en tant qu'éducateurs, à côté, tu as été éducateur, tu as le côté joueur. Parce qu'il ne faut pas comprendre, hein. Nous, des fois, ce qu'on dit à nos petits, tu arrives dans le vestiaire, on te le répète encore à toi aussi. Donc, c'est-à-dire que tu passes le message et tu l'entends en même temps 2 fois dans la journée, peut-être 3. Non, allez, c'est bon. Au bout d'un moment, tu sais quoi, vacances, elles arrivent, coupe le foot, Et enlève tu toute regardes. l'exigence. Et moi, je sais que je l'ai déjà dit même à des parents pour les vacances, pendant ces vacances, même si vous regardez un match à la télé, regardez-le en tant que père et fils. Ne regardez pas en mode analyse, oui, regarde l'effort là et comment. Regardez-le comme un fan qui aime le foot. C'est tout. Il faut apprendre à couper des choses, c'est important. Oui, Parce que autant on aime le foot, autant il y a d'autres choses dans la vie à vivre aussi, tu vois. Ouais. Et il faut Faut faire un break. Faut faire un break, c'est important. Un break. En parlant de vous deux, en plus, en tant que joueur, éducateur, c'est encore plus intense une saison parce que finalement, vous avez un devoir de représentation. Donc, ce que vous dites aux petits, il faut aussi le refaire en tant que joueur. Ça, puis C'est compliqué. Ah bah lui il fait du judo à l'échauffement, judo sur le terrain. non. Mais c'est dur. C'est dur parce que le petit, il te voit à l'entraînement en train de. Tu lui dis, il faut faire ci. Et il te voit après sur un terrain ou en dehors, ah mais tu fais ça. Ouais. Non, c'est un truc qui est réel. C'est dur, hein. Mais tu dois avoir une personnalité et une posture de coach quand tu es coach. Et tu dois avoir une posture et une personnalité quand tu es joueur. Il y en a avec beaucoup d'expérience qui arrivent à allier les deux. Et ça marche à la perfection. Et il y en a qui ont besoin de se chercher. Moi, je prends un exemple. Demain, je vais demander à mes joueurs d'avoir de la personnalité. Ça veut dire de ne pas accepter de subir. Ça ne veut pas dire que tu dois parler avec l'arbitre. Mais moi, quand je joue, je suis le premier à parler avec l'arbitre dès qu'il y a un truc qui ne me plaît pas. Et c'est un truc que je dois corriger. Mais ça fait partie de ma personnalité. Et pour être honnête avec moi, j'ai besoin de cette personnalité-là pour être le plus performant possible. Ouais. Et à côté de ça, tu as des gens qui, eux, ils coachent d'une certaine manière et arrivent à avoir la même personnalité quand ils sont joueurs. Donc en fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est celui qui va trouver le bon fonctionnement pour lui-même à sa personne. qui aura gagné. Mais Ouais. je pense que ça colle avec surtout le poste que tu vas occuper. Moi, étant gardien, tu es souvent seul sur le match. Donc du coup, tu as tendance à être gardien, c'est un poste d'introverti un peu. Tu vois, ou des fois, à certains moments, bah, tu dois pousser un coup de gueule. Et du coup, bah, tu es un peu isolé, tu es dans ton coin. Donc du coup, moi, en tant qu'éducateur, bah, je vais avoir beaucoup plus de recul, mais intervenir à des moments où ça va être vraiment, où je vais vraiment genre hausser le ton, et puis après reprendre du recul. C'est vraiment, voilà, c'est un électrocardiogramme très lent, tu vois. Milieu de terrain, tu es beaucoup dans l'intensité, dans toutes ces choses-là, donc tu es très présent derrière tes joueurs, et lui, ça lui correspond aussi, tu vois. Et sa personnalité qu'il a sur le terrain, bah, c'est la personnalité qu'il a aussi en tant qu'éducateur. Donc en fait, tu représentes un attaquant, c'est beaucoup plus... Un attaquant, il s'agace vite, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui s'agace vite, qui a très peu de patience, qui attend beaucoup de choses. Et bah, quand il ne l'a pas, bah, il perd patience, tu vois. Et quand tu regardes par exemple le retour qu'il y a eu sur Thierry Henry quand il entraînait à Monaco, c'était un coach qui n'avait pas de patience, hein. Tu vois. Donc en fait, ça correspond. Même si tu te détaches,
les traits sont là. Tu vois, les traits sont là. Donc, au final, toi, tu as ta personnalité. Mais voilà, quand tu es éducateur, quand tu es joueur, tu es joueur. Quand tu es éducateur, tu es éducateur. Ouais, il faut faire la part des Pour choses. moi, ouais, sors de ce contexte de... Tu es sur le terrain, c'est ton match. Si tu commences à dire, ouais, mais je suis éducateur, faut pas que je fasse ça, etc. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Vis ton truc. Quand tu es joueur, vis ton truc. Quand tu es éducateur, vis ton truc. Non, mais c'était intéressant. C'est intéressant, justement. Et j'annonce 30 minutes. On a quand même réussi à dépasser. Comme on a dit, c'était un petit podcast. On voulait tester un truc beaucoup plus court et plus intense sur un sujet précis. Ça nous a permis quand même de vous révéler que le podcast sur le Ramadan, c'était un faux débat. Vous étiez les premiers à le dire. Ça, c'est quand même intéressant. Que finalement, on retrouve cette problématique. Non, c'est un vrai débat pour ceux que ça intéresse. Mais Ouais. je pense que c'est un vrai faux débat pour ceux qui jouent au foot. Oui. Ceux qui jouent au foot sont... Ah, quand oui. tu parles au C'est foot. un vrai débat pour ceux que ça intéresse. Ouais, mais finalement, regarde. C'est pour les peppers, comme on dit. Et tu vois, finalement, si tu parles aujourd'hui avec réchauffement climatique, les temps chauds, ce que tu appliques au Ramadan, tu vas l'appliquer, mais cette fois-ci à tout ton groupe. Ouais. Donc finalement, c'est un vrai faux débat, comme tu viens d'en parler. Tu as complètement raison. Joël, tu as raison, c'est pour les Peppers. Là, on a pu aborder les points parce que là, beaucoup d'éducateurs ils vont être confrontés à cette situation à partir de maintenant, juin, juillet, août. On espère comme quoi ça nous a quand même aidé, comme quoi finalement, changez pas. Adaptez juste par rapport aux conditions climatiques. Faites du jeu, relâchez la pression. Comme Joël a dit, faites un break, ça c'est important. Je sais pas si vous voulez rajouter encore quelque chose par rapport à ça. Pas par rapport à ça, mais par rapport au Fada Talk Show en général. Ah, On a commencé le Fada Talk Show il y a 2 mois, si je ne me trompe pas, mars. Ouais. sur un coup de tête, one shot. Et en fait, c'est comme le football, tu as une idée qui te passe par la tête, tente-le. Et donc on a quand même des retours, des gens qui nous suivent, assez fidèles, des curieux. Donc le message qu'on ne vous a pas dit il y a très longtemps, likez, abonnez-vous, partagez, faites-vous plaisir. On n'est pas des donneurs de leçons, on donne juste des conseils en fonction de notre expérience parce que on vit notre truc et on veut que tous les éducateurs qui écoutent ces podcasts vivent aussi ce qu'ils font. Donc voilà, ne prenez pas ça comme des leçons, mais comme des conseils de collègue à collègue, de ami à ami, de frère à sœur, sœur à frère, etc. Comme vous voulez. Mais voilà. Et le podcast, le Fada Talk Show, pardon, n'est pas terminé. Mais avec tous les retours qu'on a eu jusqu'à présent, etc., voilà, on a commencé à prendre des décisions, on en discute souvent, on veut apporter de l'amélioration. Donc, on finira cette saison tranquillement, ensemble, dans la joie, la bonne humeur, et on reviendra avec du très lourd. Ça, c'est des belles paroles. Et c'est vrai, c'est complètement ça. Hein. Initialement, Fada Talk Show, c'est avant tout du partage. C'est du partage parce que c'est que en discutant avec d'autres éducateurs que tu apprends et que tu vas progresser finalement parce que tu vas avoir d'autres méthodes, comment il fait ça et ça c'est le plus important. Donc nous on était vraiment dans le partage et c'est vraiment des belles paroles que tu vas me prononcer Joël. Yao, tu veux aussi... Non, c'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Tout dépend comment les personnes, les interlocuteurs prennent les choses en compte. Mais je pense que quand tu ressens que tu n'es pas en train de donner des leçons, en tout cas, il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre exactement comme il a dit. Et demain, si on était en train de dire, on pourrait s'asseoir là, comme on est là, avec 20 coachs et on parlerait exactement de la même façon. Donc, on n'est pas en train de donner des leçons à qui que ce soit, on ne prétend pas être meilleur que qui que ce soit. On veut juste donner des conseils à des gens qui débutent ou alors qui se questionnent. Et si on peut les aider dans leur coaching ou dans leur apprentissage, et ben on le fait, tout simplement. Voilà. C'est des belles paroles. Et ben merci à tous, c'était la fin du Fada Talk Show. On vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Est-ce que c'est la fin du monde?